Alors, merci à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui. L'objectif du jour, c'est de couvrir un petit talk que j'ai intitulé comme suit, Devenir un dev encore plus agile. Et le sous-titre, c'est Les pratiques craft dans la vraie vie. Vous verrez, il y a pas mal d'éléments que je vais présenter aujourd'hui qui tournent autour du craft, mais pas que. Il y a beaucoup de choses qui tournent aussi autour de l'agilité. Et il y a une statistique que je voulais illustrer en premier et que je vous invite à découvrir dans un super white paper qui a été écrit par Adam Thornhill. Euh, et je vous fais sa définition pour éviter de trop la déformer, mais en français, je veux dire, software development is rarely sustainable. The average organization wastes 23 to 42% of their development time due to technical debt. Moi, ces chiffres-là, ils me donnent réellement froid dans le dos. En gros, là, ce qui est dit, c'est quand même Adam, et je crois qu'il a travaillé avec plusieurs universitaires, et il a regroupé pas mal de papiers scientifiques sur le sujet. En gros, la perte de temps, on a une perte de 23 à 42% sur notre temps de développement dû à la dette technique en fait qu'on accumule. Et voilà, la question que je me pose, c'est, OK, une des promesses de l'agilité, c'était de pouvoir s'adapter en continu, avoir des boucles de feedback qui soient courtes. Et le side effect, c'est qu'on a, dans certaines organisations, on a un side effect qui est l'accumulation de dettes non maîtrisées en fait. Alors, tout n'est pas dû à l'agilité, et on peut avoir la même chose avec du waterfall. Mais aujourd'hui, on va se focaliser un petit peu sur ce qui se passe dans le monde de l'agilité. Ces chiffres-là, ouais, me font un peu froid dans le dos. On va dire qu'en termes d'industrie, on a encore pas mal de boulot. Il y a beaucoup d'études qui corroborent ces chiffres qui peuvent paraître énormes. Euh, 23 à 42% du temps de développement, c'est des chiffres qui sont quand même assez importants. Euh, Ils sont corroborés d'ailleurs pas mal dans Accelerate, si vous vous intéressez au sujet. Alors, avant d'y aller et de rentrer dans le vif du sujet, qui je suis? Je m'appelle Yoann Thirion, je suis coach agile technique. Qu'est-ce que j'entends par coach agile tech? C'est, je suis en capacité d'accompagner des équipes à la fois sur le volet agilité, on va dire process, communication, interaction interne, mais aussi inter, on va dire, ou dans l'équipe, dans les équipes et entre les équipes et entre les différentes parties prenantes. Mais je coach aussi les équipes sur leurs pratiques de développement. Donc l'idée, c'est de les sensibiliser, les faire progresser sur les pratiques et les outils, les techniques qui peuvent leur amener du mieux au quotidien. J'essaie de le faire de la manière la plus pragmatique possible. Je suis pas quelqu'un, vous le verrez, je suis pas un évangéliste. D'ailleurs, je déteste ce terme-là pour le coup. Je suis pas un dogmatique en fait. Et j'essaie de montrer des choses aux gens et de qui me paraissent pertinents dans leur contexte et je les laisse s'approprier les principes, les outils. Bien sûr, on le fait en collaboration, mais je fais, je suis pas quelqu'un de dogmatique. Donc, si à un moment donné, TDD, ça correspond pas à l'équipe, si l'équipe ne veut pas y aller, bah voilà, c'est pas moi qui vais imposer la moindre chose. Donc, c'est ça un peu que je définis comme le coaching Agile Tech. Euh, merci pour euh, toujours se méfier des chiffres, cependant, ouais. C'est pour ça que c'est intéressant de les creuser. Effectivement, merci. Euh, Il y a pas mal d'études contradictoires. D'ailleurs, il y a un super bouquin qui m'a été conseillé par Mark Seaman où il essaie d'analyser d'où viennent les croyances, les fortes croyances qu'il y a dans le monde de la tech. Du genre TDD, ça sert à rien. Du genre, on passe 90% de notre temps à lire, comme dirait un certain, à lire du code versus écrire du code, comme dirait un certain Uncle Bob, etc. Et il y a un Français qui a écrit un bouquin sur le sujet qui s'appelle comment ils appellent ça? Le The Depression of Software Engineering. C'est assez intéressant. Il essaie de remonter d'où viennent nos croyances vis-à-vis de la programmation. Et justement, les chiffres, il faut un peu les sourcer. Et assez intéressant de voir à quel point on a plein de croyances qui nous drive dans le monde du dev et qui s'appuient en fait sur rien du tout. Euh, Trop cool. Ok, bah merci pour les partages en tout cas. Je vous invite à les regarder et à vous faire une idée sur ce qui se cache derrière chacun de ces ouvrages-là. Ce qui sera intéressant, c'est peut-être de les débriefer en fin de séance. Moi, j'ai pas mal de questions sur celui-là parce que le titre me parle bien et j'aimerais bien savoir ce qui se cache derrière, Mathieu. Ça m'intéresse d'en parler peut-être à la fin parce que ça n'intéressera pas tout le monde, Ouais, mais je j'ai suis vu, bien j'ai intéressé. vu une vidéo de
C'est Josh Long qui présentait ça avec justement celle qui a écrit le livre. Et ça m'a donné envie de le lire, mais je ne l'ai encore pas acheté. Mais c'est pour ça que je l'ai mis. Je peux Hmm. vous partager le lien vers la vidéo aussi. Ouais, à fond. Ok, cool. Merci bien. De rien. Euh, du coup, aujourd'hui, l'objectif, c'est, en tout cas, c'est de partager avec vous ce que moi, je vois comme des principes directeurs qui m'ont en tout cas bouleversé dans ma vie de dev, qui ont changé complètement ma vie de développeur, de partager ça avec vous, de voir comment ça résonne chez vous, et puis de vous partager aussi bah, le petit, euh, le petit, un peu réducteur quand on dit le petit, mais l'atelier que j'ai pu créer, qui permet de mettre un peu le pied à l'étrier sur pas mal de choses qui moi, a complètement changé mon regard sur le développement. Donc, avant de rentrer sur le vif du sujet de cet atelier et ce que j'ai pu construire autour de ça et pourquoi, je vous propose de faire juste un petit rappel. Je parlais d'agilité juste avant, juste pour être sûr qu'on est tous alignés ici. Je vais parler d'agilité, je vais surtout parler des valeurs du manifeste agile qui se trouve ici. En gros, manifeste agile, on se refait un peu l'histoire. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais en 2001, on a 17 personnes qui bossent dans l'IT, des chefs de projet, mais surtout des développeurs. On va dire il y avait un chef de projet dans le tas et le reste, c'était que des devs, que des personnes qui ont un background ou qui sont actuellement développeurs, qui se retrouvent dans un chalet, week-end au ski et qui essaient de mettre noir sur blanc, en gros, un manifeste qui s'appellera par la suite le manifeste pour le développement agile de logiciels, mais qui essaie de mettre un petit peu noir sur blanc ce qui paraît être des bonnes pratiques selon eux pour délivrer du software de la manière la plus efficiente possible, on va dire. Donc, ils ont réussi à pondre en un week-end ce qu'on a appelé le manifeste agile et ce qui fait écho complètement à ces quatre valeurs qui sont réellement l'ancrage de l'agilité. On l'oublie souvent que l'agilité, en fait, c'est un manifeste à la base. C'est pas safe, c'est pas less, c'est pas dad, c'est pas des trucs comme Nexus, des trucs énormes. Non, c'est réellement un manifeste qui prône, en fait, un état d'esprit et des valeurs et des principes associés. Donc, à la base, l'agilité, c'est un manifeste dans lequel on met en avant les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils, dans lequel on va mettre en avant qu'on veut du logiciel qui fonctionne plus que de la documentation compréhensive, où on va mettre au cœur la collaboration avec le client plus que la négociation contractuelle, et on va réellement mettre au sein de nos processus et de notre quotidien, en fait, la nécessité et l'urgence, la criticité de répondre au changement, donc l'adaptabilité, en fait. Je vais pas vous faire un cours théorique sur l'agilité, je voulais juste faire un rappel de l'agilité, c'était réellement une réponse à un mal de l'époque qui était le fait de travailler en cycle long, en mode effet tunnel. On a des 3 mois de documentation. Ensuite, une fois qu'on a bien documenté, qu'on a fait des documentations business, on va dire, qu'on s'est bien intéressé à notre métier, qu'on a compris son besoin, on va se lancer dans une phase de conceptualisation. On va faire 3 à 4 mois de documentation technique. Une fois qu'on a fait cette documentation technique-là, qu'on l'a fait recéter, etc., on va passer peut-être à une phase de développement, puis une phase de test, etc., etc. Tout ça, ça a amené beaucoup d'inefficience, d'inefficacité, de frustration, de tension. Et donc, c'est de là qu'a émergé cette réponse qu'est le manifeste agile. Alors, le manifeste agile, c'est cool, ça a eu des effets bénéfiques. Ça a changé un peu l'industrie. Des frameworks comme Scrum, XP, alors malheureusement, XP est un peu en perte de vitesse depuis pas mal d'années maintenant, mais des frameworks en tout cas comme Scrum, après comme Kanban, ont pu percer dans l'industrie et sont maintenant à peu près mainstream partout, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Ça a amené surtout du plus sur le fait qu'on se focalise sur les besoins utilisateurs. Ça a amené d'autres plus, mais il y a quand même des limites. Et justement, c'est ces limites-là que j'aimerais bien toucher avec vous du doigt. Qu'est-ce que vous avez observé à l'heure actuelle ou vécu qui vous a empêché de me délivrer de manière totalement agile? Ce que j'entendrais par le délivrer de manière agile, c'est d'être en capacité de délivrer de manière itérative et incrémentale ou de délivrer en flux continu. Ce que je vous propose, c'est qu'on se prenne 2 minutes pour réfléchir à ça. Et je vous invite à mettre vos post-it directement dessus. Et je vais activer le mode private, comme ça on est quitte de s'influencer. Donc vous avez cette zone-là. Quels sont tous les freins que vous avez pu observer à l'agilité? Et on débriefe juste après.
Donc, n'hésitez pas à bombarder, mettre un maximum d'idées. La promesse de l'agilité étant, on va être en capacité de s'adapter. Des frameworks comme Scrum, ça va être l'objectif, ça va être de couper l'effet tunnel en ayant des cycles courts, des itérations de 1 à 4 semaines, de travailler de manière itérative, donc avec cette notion de cycle de sprint, et de manière incrémentale. On va incrémenter sur notre produit, on va le construire brique par brique, sans essayer d'anticiper tout ce qu'il va pouvoir y avoir dans notre produit. Désolé, je suis un peu malade. Merci pour la précision, hein, Laurent. Tu sais que j'avais même pas fait. Je savais que c'était un Français qui l'avait écrit, qui s'appelait Laurent, et puis je viens seulement de faire le rapprochement que c'était toi en fait. Et voilà. Le rappro- 3 ans plus tard, je sais pas quand tu l'as sorti il y a déjà un moment en plus. Oula, non, c'est genre 2011, ça fait super longtemps. Ouais, ça fait déjà super longtemps, ouais. Tu vois, moi, il m'a fallu 13 ans pour faire la connexion, tu vois. Merci pour le bouquin, c'était super intéressant. J'ai vraiment apprécié. C'est Marc Siman, tu vois, qui m'en avait parlé quand je l'avais vu à Luxembourg, Top. qui en avait fait l'éloge, tu vois. Tu pourrais écrire son nom, ça m'intéresse aussi. Ouais, je te le mets dans le chat. Lui, il a sorti un super bouquin qui s'appelle. Il en a sorti plusieurs, mais son dernier était vraiment intéressant. Code What Fits in Your Head. Ouais, je le note aussi. Oh, cool. C'est marrant de citer un livre, et d'avoir l'auteur dans la pièce. C'était pas prévu, hein. Ça m'est déjà Super. arrivé 2 fois. Ah, ok. Comme quoi. Alors, je vais essayer de regrouper un peu les idées qui ont l'air de faire sens ensemble. Par contre, je veux bien que quelqu'un prenne la parole pour expliciter un petit peu ses idées. Comme ça meuble un peu le temps que je fasse le petit travail de regroupement. Qui veut se lancer? Ah bah, je veux bien prendre la parole si vous m'entendez. Ouais, vas-y, Cyril. Ouais. Alors bonjour à tous. Moi j'ai les post-it roses. Alors moi ce qui m'a marqué en tout cas, il y a peut-être plus de choses que ça. Moi c'est la bureaucratie principalement, parce que qui dit bureaucratie dit souvent beaucoup d'intermédiaires, de hiérarchie et justement ça dissipe en fait la capacité de concentration et d'action souvent des équipes. Et ça rajoute de la cérémonie qui n'est pas forcément nécessaire pour ajouter de la valeur. Hmm. Autrement, après, les deux, ils sont un peu liés. C'est la boucle de feedback qui est trop longue. Donc, le fameux effet tunnel, que ce soit à l'échelle du dev, avoir des tests quand on en a qui prennent du temps. Ensuite, c'est à l'échelle de la CI que soit on n'en a pas, ça met trop de temps. Et après, pareil, en fait, on retrouve des boucles de feedback, mais à chaque échelle, que ce soit à l'échelle individuelle, à l'échelle du fonctionnement de l'équipe, ou à l'échelle de l'échange avec l'utilisateur ou le client. Et ben, c'est des choses comment dire, qui sont, moi, à mon sens, des freins à l'agilité, parce que de ce que j'ai compris de l'agilité, c'est intégrer au plus vite le feedback pour pouvoir réagir et s'adapter. Et pareil, le manque d'automatisation, ça fait que on fait des choses à la main. Pareil, on se dissipe au lieu de faire là où on doit apporter de la valeur, on fait des choses qui sont pas forcément intéressantes. Hmm. Je laisse la main à quelqu'un d'autre. À vous les studios. Ah, ok, merci du partage. Donc, toi, c'était les roses, ouais, effectivement. Donc, le feedback trop long, donc l'automatisation. Effectivement, ça, ça peut jouer grandement. Yes. Qui veut prendre la suite? Peut-on donner encore une ou deux personnes et puis après on enchaîne? Ah,
Ouais, je veux bien. Vous Vas-y, m'entendez? Martin. Ouais, Alors moi, j'ai juste un post-it, le vert. Je voulais juste souligner le rôle clé du Scrum Master et, et de son impact sur la manière de travailler de l'équipe, quoi. Et puis, je pense que, enfin, dans ce que j'ai pu vivre récemment, je pense qu'il est important de pas acter en termes de project manager, mais plus en termes de Scrum Master, quoi, à savoir que il faut pas oublier les diagrammes de Gantt et puis de faire des planifications dures, enfin dures, des planifications écrites dans le marbre. Euh, voilà, c'est ce ouais, que je voulais partager. ok, cool, merci. Ouais, ouais, effectivement, ça c'est. Il y a beaucoup de. Il y a tout un courant même sur le no estimate. Euh, Parce que souvent, quand on revient à la gestion de projet classique, on va dire, effectivement, on a ces beaux diagrammes de Gantt et puis on demande des estimations sur des choses qui sont ultra floues. D'ailleurs, ça fait écho à l'alignement. Les devs, il y avait un post-it ici, les devs peuvent avoir du mal à comprendre le besoin métier ou le feedback utilisateur. On te demande d'estimer des choses à l'avance en intégrant le fait qu'il y aura peut-être des feedbacks utilisateurs qu'il faudra intégrer sans savoir ce que c'est à l'avance, etc. Enfin bref, on demande souvent aux devs de faire un travail d'estimation de choses qui sont totalement floues. Et par définition, j'aime bien la définition c'était, comment il s'appelle, Frédéric Le Guédois qui disait ça, enfin qui dit ça de manière générale, quand il fait ses formations et ses talks sur le no estimate. Euh, En fait, chaque logiciel est unique et donc faire des estimations, voilà, sinon on l'installerait en fait. Sa phrase, c'est chaque logiciel qu'on développe est unique, sinon on l'installerait. Donc, faire des estimations sur un logiciel qui est unique et une œuvre, enfin, qui est en tout cas un code source, une logique à elle, faire des estimations gravées dans le marbre avec une zone, avec toutes les incertitudes qu'on connaît nous en tant que dev, c'est de l'ordre de l'impossible d'être juste. Toutes les estimations, par définition, sont fausses au moment où on les conçoit. Donc, c'est réellement une croyance forte qu'on a au niveau estimation qu'on va pouvoir estimer des choses à dans 3 ans et s'y tenir. Et souvent, ça contraint le développement. Moi, j'ai déjà eu des projets. T'arrivais, enfin moi, je me souviens, je bossais pour un éditeur de logiciels. T'avais un commercial qui revenait qui disait, bah voilà, t'as 3 mois pour développer le module de raccordement de fibre optique. Donc c'est un module où on doit présenter en gros un câble qui contient plein de fibres et on doit faire en sorte que l'utilisateur puisse connecter les fibres les unes avec les autres avec 2 morceaux de câble, donc un câble à gauche, un câble à droite, bref. Et voilà, c'est ça les spécifications. Tu as 3 mois. Donc, on t'a absolument pas demandé combien de temps tu as besoin. On revient avec une date fixe et on revient avec pas de spécification. Donc là, il y a même pas tu peux même pas estimer, etc. Et enfin, tu n'as même pas besoin d'estimer parce que c'est déjà fixe. Et c'est à l'époque, quand j'avais challengé le fait de pas avoir mon mot à dire, etc., on m'avait dit, bah, t'es agile, tu sais t'adapter. C'est un- c'est encore une belle croyance autour de l'agilité, ça. Euh, j'ai mis pas mal de points pour faire écho à ce que vous venez de dire. Il y a pas mal de choses que vous avez citées que moi j'ai déjà vécu en fait sur les limites que je vois à l'agilité dans les équipes tech. J'aurais dû préciser, mais c'est réellement dans les équipes de développement en fait. Euh, Moi, il y a un truc qui me choque à chaque fois, c'est quand j'arrive dans des équipes qui travaillent en Scrum entre guillemets, peu importe le framework à la limite, mais qui travaillent de manière itérative. J'arrive dans des équipes où il n'y a pas du tout de test automatisé, où une fois de temps en temps, pour se rassurer, on fait des tests à la main. Mais c'est encore trop souvent que je vois des équipes qui naviguent réellement sans filet de sécurité. Pas de test automatisé. Souvent, il n'y a pas d'alignement sur l'architecture. Il y a une architecture cible qui a été créée à un moment donné, puis en fait, on a dévié complètement. On s'en est pas forcément rendu compte. Et puis maintenant, ça nous sclérose complètement. Il y a des choses qui devraient prendre de l'ordre de la demi-heure, qui nous coûtent 2 jours. Euh, il y a souvent du code de mauvaise qualité. Alors, je vais pas faire une généralité, hein, mais j'ai travaillé pour pas mal de comptes et quand même, on retrouve souvent du code de mauvaise qualité. Et là, c'est pas un jugement de valeur, c'est réellement, on retrouve énormément de duplication. Euh,
beaucoup de complexité accidentelle. Moi, je me souviens d'un algorithme de calcul de frais de frais, euh, de frais hypothécaires. Donc, c'est en gros, sur l'octroi des prêts hypothécaires, on a un calcul de frais qui est lissé sur plusieurs années, etc., en fonction de la temporalité. Et je me souviens que l'algorithme, il avait été dupliqué plus de 10 fois dans le système, qu'il y avait des trucs qui étaient faits de manière récursive, avec des appels imbriqués à des fonctions qui étaient 80 à 90% identiques, et enfin, de la mutation en mémoire, enfin, bref, il y avait un de ces bazars là-dedans. Ça, c'était complètement de la complexité accidentelle, sans juger le code. Il y avait une complexité accidentelle parce que les gens, ils avaient peur de modifier la méthode originale, donc ils ont utilisé une autre méthode qu'ils appelaient depuis la méthode originale, en changeant un petit peu parce qu'ils pensaient qu'en cliquant qu'à un seul endroit, ça allait pas impacter le reste du code, etc. Ce genre de complexité accidentelle, c'est quelque chose qui se sclérose complètement. Moi, je me souviens de ce calcul d'octroi, de frais d'octroi, je devais juste le modifier. Et en fait, j'étais obligé de tout refondre parce que, un, il n'y avait pas de test. Deux, il fallait le modifier à 10 endroits, ça n'avait aucun sens. Il n'y avait pas de fiabilité. Les gens étaient obligés de refaire les calculs à la main pour valider si oui ou non ça leur paraissait correct. C'est quand même assez hallucinant pour une banque de faire ça. Donc, en fait, on a beaucoup de genres de choses qui sont cachées et malheureusement, ça coûte cher. Ça coûte cher, ça perd la confiance de l'équipe vis-à-vis du software, ça perd la confiance des PO vis-à-vis de la capacité de l'équipe à délivrer délivrer en tout cas, sans parler forcément de timing, le mauvais nommage, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Et puis, il y a souvent un truc qui me choque, moi, quand je passe dans les équipes, c'est il est où le business dans le code? Trop souvent, il y a du business, mais éparpillé un petit peu à droite, à gauche. Moi, je me souviens, j'ai bossé pour un gros site d'e-commerce français. Et chaque équipe nous disait, bah, nous, on gère pas du business, nous, on gère de la technique. On se disait avec les autres coachs, c'est quand même bizarre. Vous gérez pas de business. Et quand on commençait à interroger, bah, en fait, il était juste pas représenté dans une couche qui était le domaine. Il avait disséminé un petit peu partout dans les couches de services, dans des repositories à droite à gauche. Donc, le business était complètement disséminé. Et ça, en fait, ça empêche aussi d'avancer. Ça sclérose pas mal une équipe. Le fait de pas pouvoir garantir qu'on a une uniformité, le fait de pas pouvoir garantir qu'on va pas introduire de bugs, parce que si on a une règle au niveau d'un contrôleur, elle n'est pas forcément dans les services, mais le service, si on passe par un autre biais, je sais pas, une infrastructure comme Kafka par exemple, euh, du messaging, et on appelle le même service, ben, on va pas avoir les mêmes règles qui s'appliquent, donc potentiellement des bugs de validation, des bugs je sais pas, de logique métier qui devrait être là, qui est pas là, etc., etc. Bref, ça empêche aussi beaucoup d'avancer. De fait de pas avoir d'intégration continue. Ce que j'entends par intégration continue, c'est le fait d'intégrer en continu sur un trunk ou un master, un maître, enfin, comment on dit maintenant, plus master, un main, je veux dire, etc. Ça sclérose aussi, parce que j'ai vu beaucoup d'équipes qui travaillaient en GitHub Flow ou ce genre de choses avec des branches features qui traînent pendant 3, 4, 5, 6 mois. Même j'ai eu pire un coup, j'avais des équipes qui travaillaient sur un core banking. Il y avait plus de 350 branches, long lived branches, donc des branches qui traînent depuis plusieurs mois. Potentiellement, certaines étaient mergées, d'autres pas, et chacun développait en fait sur sa propre branche. Voilà, je peux vous dire que vous vous arrachez la tête pour essayer d'intégrer le bazar. Ça sclérose pas mal parce qu'en fait, on a des temps d'intégration qui ont duré un mois, alors qu'on pourrait intégrer en continu. Le fait de pas avoir les compétences, ça fait écho complètement à ce que vous avez mis avant aussi. Il y a des moments où on n'a pas les compétences dans l'équipe. On doit travailler, je sais pas, sur de l'UX UI, mais on n'a pas d'UX UI. Ah ouais, c'est un peu compliqué en fait de s'improviser UX UI. C'est un vrai métier, l'UX. Et l'UI aussi d'ailleurs. C'est deux métiers différents. Le fait de pas avoir de boucle de feedback, de pas avoir les stakeholders en direct. Enfin voilà, moi j'ai vu beaucoup de choses qui sclérosaient, des silos de connaissances dans les organisations, intra-équipe, des gens ultra spécialisés au sein des équipes même, qui se parlent pas, et des silos inter-équipes, des équipes qui n'ont pas forcément le droit de se parler ou de réutiliser des morceaux de code qui existent par ailleurs. Il y a beaucoup de choses comme ça qui, moi, je vois, en tout cas, j'observe comme frein pour atteindre les promesses de l'agilité. Vraiment beaucoup de choses qui sclérosent les équipes au quotidien. N'hésitez pas, hein, si vous voulez ajouter quelque chose, si vous êtes en désaccord ou si vous voulez donner du feedback, n'hésitez pas à vous démuter. Tout du long, en tout cas, n'hésitez pas à prendre la parole. C'est mon invitation. Ça va? Donc, je disais 2001, manifeste agile. On voit qu'il y avait des promesses sur le manifeste agile. En tout cas, ça semble, quand on en parle,
quand on donne des formations autour de l'agilité, et ça, je le fais assez régulièrement depuis pas mal d'années, tout le monde nous dit, bah, c'est que du bon sens qu'il y a dans le manifeste agile. Ouais, c'est clair. Dit comme ça, c'est que du bon sens. Surtout quand on fait des exercices de c'est quoi le bon sens. C'est difficile de démonter ce qu'il y a dans le manifeste. Par contre, en 2008, il y a un autre mouvement qui est né, et ce qui fait qu'on est peut-être là aujourd'hui à avoir ces discussions, c'est le mouvement Craft. D'ailleurs, je n'ai pas fait exprès, hein, je ne savais pas qui serait là. Il y a Oussam qui est dans la pièce, qui a écrit un bouquin sur le sujet que je vous invite à regarder après, qui s'appelle Software Craft. Il y a plein de choses intéressantes. Merci Oussam pour le partage dans ce livre-là, si vous voulez aller plus loin sur le craft. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'en 2008, il y a ce monsieur-là, Uncle Bob, qui fin 2007, fait un talk, à une conférence pour mettre en avant le fait que l'agilité, c'est vraiment cool, ce qu'ils ont réussi à faire avec l'agilité. Le fait de sortir le manifeste, le fait de réussir à convertir l'industrie à plus d'agilité. Mais selon lui, l'agilité est encore, fin des années 2000, trop focalisée sur le process. Il se focalise sur comment on peut construire assez rapidement, comment on peut construire la bonne chose, donc s'intéresser à prendre des feedbacks utilisateurs pour s'adapter et être sûr qu'on va dans la bonne direction, la direction qui est attendue par nos utilisateurs finaux. Mais il voit des limites à ça. Il voit une limite qui est ce qu'il avait vulgairement appelé craftsmanship of a crap. Il avait le sentiment que, en fait, en itérant rapidement, en allant vite, en passant en production rapidement et en itérant rapidement pour satisfaire nos besoins d'utilisateurs, en fait, on a sacrifié la qualité. C'est pour ça qu'en 2008, il insiste pour matérialiser à travers du manifeste pour le software craftsmanship. Il a vraiment voulu matérialiser, OK, le manifeste agile, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres aspects, des aspects un peu plus techniques. Il ne faut pas oublier la technique dans le delivery. On doit se soucier réellement de mettre de la qualité au quotidien dans ce qu'on fait. Et donc, pour lui, le message, c'est l'excellence technique. Je ne suis pas fan du terme, mais c'est le sien. L'excellence technique est cruciale pour être en capacité de délivrer de la valeur en continu. Et pour faire écho à moi, les problèmes que j'ai pu observer, malheureusement, en 2024, je vois encore beaucoup de problèmes qui sont liés réellement à cette notion de qualité. Et je suis intéressé et curieux de voir si ça fait écho chez vous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2008, du coup, il propose de matérialiser un petit peu son point de vue et le point de vue qui émerge de la communauté. Donc, c'est encore une autre réponse, une réponse au manque de qualité qui est présent, au manque de focus sur l'excellence technique qui est présent dans le manifeste agile. Il propose de faire ce manifeste pour le software craftsmanship. De rien pour la mention, avec plaisir. Et dedans, en fait, il va formuler ça de cette manière-là. Le but, c'est de dire, le manifeste agile, c'est important, les valeurs du manifeste sont importantes. Par contre, on va les compléter avec autre chose. Et je vais vous la faire courte parce que le but, c'est aussi de vous présenter des trucs un peu plus custom et un peu moins mainstream, on va dire. C'est pas uniquement du logiciel qui fonctionne, mais aussi du logiciel qui est bien conçu. C'est réellement remettre l'emphase sur la conception, sur le fait que ce soit bien designé, bien codé. Et ce qu'il entend par well crafted ici, c'est réellement du code de bonne qualité, du code de haute qualité. Vous allez me dire, c'est assez subjectif, mais une définition qui serait assez communément admise, ce serait de dire, c'est du code qui contient un minima des tests automatisés. De la même manière, c'est assez subjectif, mais on va dire que ça définit en tout cas un cadre. Du bon code, c'est du code qui est testé de manière automatique, qui est exprimé dans le langage du métier. Ça, c'est quelque chose de super important. On est en 2008, donc ça fait déjà un petit moment qu'il y a un bouquin qui s'appelle le Blue Book d'Eric Evans qui est sorti. Ce qu'on entend par le business language in the code, c'est réellement cette notion d'ubiquitous language qu'on pourrait traduire par langage omniscient ou omniprésent en français. Omniscient, peut-être, c'est plus intéressant. Donc, c'est réellement cette notion d'avoir dans le code un langage qui soit le plus proche du métier possible. Moi, j'ai travaillé pas mal dans le monde bancaire ou dans l'assurance avec des noms de classes qui sont X32, 23, 18. Le business language in the code, je peux vous dire qu'il n'est pas trop présent. Donc, il y a beaucoup de mappings qui sont à faire dû à ça. Beaucoup trop de choses qui étaient orientées techniques. En fait. Il veut remettre l'emphase sur le fait que du bout de code de bonne qualité, c'est quoi? C'est du code qui est bien designé, enfin, qui est simplement designé. C'est cette notion d'éviter l'over-engineering. C'est quelque chose qui était central dans l'extreme programming qu'on a un peu perdu avec le temps. Et puis derrière, il va y avoir des valeurs comme pas uniquement repo de rechangement, mais aussi constamment ajouter de la valeur.
Donc là, c'est l'idée de prôner réellement la règle du Boy Scout en tout temps, se poser la question comment je peux améliorer le code en tout temps. En tant que dev, c'est notre responsabilité de ne pas être uniquement des exécutants, mais aussi de pousser pour dire, OK, il y a des moments où on doit se prendre un peu plus de temps parce qu'on veut remettre de la qualité dans notre code. On veut combattre cette fameuse dette technique au quotidien. Et donc, la règle du Boy Scout, elle va nous aider. Toujours laisser le camp de base plus propre que quand on l'a trouvé, on peut se l'appliquer sur du code. Donc ça, c'est quelque chose d'ultra présent dans le manifeste Craft et dans les mouvements Craft qui en découlent. Pas uniquement les individus et les interactions, mais aussi une communauté de professionnels. L'idée, c'est de remettre l'emphase aussi sur cette notion de compagnonnage. En tant que dev, on a besoin de se faire accompagner, on a un besoin fondamental de progresser. Et comment on progresse? En côtoyant d'autres personnes. Et c'est une relation. Le but ici, c'est de remettre l'emphase sur comment on crée des communautés de professionnels. Ça, on peut l'avoir avec une relation de mentoring, on peut monter des communautés internes aux entreprises, on peut avoir des meet-up. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Donc, le but, c'est de se nourrir, de partager aussi. En partageant, on grandit. Et il n'y a pas besoin de grand-chose pour partager au final. Ce midi, je viens avec 2-3 trucs sur un board, mais moi, ce que j'encourage les gens à faire, c'est de partager avec un morceau de code. Vous venez avec un truc qui vous a éclaté, vous aviez un problème à résoudre, comment vous l'avez résolu? Ça suffit largement pour un partage. Ça fait grandir tout le monde. À la fois la personne qui donne, et c'est aussi qui reçoit. Pas uniquement la collaboration avec le client, mais aussi des partenariats productifs. C'est réellement cette idée de dire, on a trop eu longtemps la perception des devs comme des pisseurs de code, des exécutants. Pisseur de code, c'est très réducteur en français, c'est code monkey en anglais. On a réellement eu tendance à avoir cette vision du développement. L'idée, c'est vraiment de se dire comment on fait pour réussir à s'extraire de cette vision-là du développement. En fait, c'est assez simple. C'est juste en tant que professionnel, et ça, je trouve que c'est un truc important à avoir en tête quand on code au quotidien. En tant que professionnel, on a un devoir de conseil et on a un devoir de faire valoir notre point de vue aussi. On n'est pas des travailleurs sur une chaîne de production. On a réellement plus que ça. On a un savoir, on a un savoir-faire, on a des techniciens, on a de la connaissance. Et il y a des moments, en fait, même si nos clients ils sont pas prêts à l'entendre, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non, dire OK, c'est peut-être pas le bon moment pour faire ça, c'est peut-être pas à toi, c'est peut-être pas une bonne idée de partir sur ce truc-là, etc., etc. De l'argumenter, bien sûr, mais c'est réellement à nous de faire ça pour créer ce climat de confiance et ce partenariat productif. Donc c'est quelque chose sur lequel on va mettre l'emphase en fait dans le dev. Et je crois fortement que si on est plus à être convaincu par cet état d'esprit, parce que moi je le vois réellement comme un état d'esprit, si on est plus persuadé, si on est tous collectivement persuadés que c'est la bonne direction dans laquelle on veut aller, c'est des messages forts ce qui se cache derrière ce manifeste. C'est réellement des messages forts. En termes de culture, ça change beaucoup. Ça change beaucoup la donne. Et en tant qu'équipe aussi, ça change beaucoup la donne. Donc une fois qu'on a dit ça, manifeste pour le software craftsmanship en 2008, moi je me suis interrogé sur comment on peut diffuser ce manifeste. Comme je le disais en préambule, ça a réellement changé ma vie. Je ne vais pas vous faire toute mon histoire, mais j'étais dégoûté par le dev logiciel pendant des années parce que j'étais dans des environnements un peu toxiques. Alors, rétrospectivement, je peux le dire plus facilement. J'ai travaillé dans des environnements toxiques où la considération pour le dev était proche du néant et qui m'a fait perdre complètement confiance en moi, qui m'a fait perdre confiance en ma capacité à développer les choses, à réfléchir. Et cette vision du dev m'a complètement changé, en fait. Je me suis rendu compte, en fait, ouais, peut-être que je travaille sur moi-même, sur l'état d'esprit que j'ai envie de voir dans le développement, et puis comment je fais pour l'imprégner à mes contemporains, en fait. Et ça a vraiment fait shifter plein de choses chez moi, en fait. Ce monde du craft, le monde de l'agilité, mais surtout le monde du craft, en fait. Et depuis, je m'interroge sur comment je fais pour le diffuser. Donc, certaines me connaissent peut-être à travers le Meetup Craft Luxembourg que j'ai monté il y a quelques années. Et puis, j'ai pour volonté réellement, moi, de pousser, en tout cas, de raccourcir les boucles d'apprentissage des individus. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est que j'ai à cœur de présenter à travers de kata pas mal de choses que j'ai mis du temps à acquérir, à apprendre pour raccourcir la boucle de feedback des autres devs. Donc, cet esprit de mentoring, compagnonnage, j'essaie de le transmettre à plus grande échelle via des exercices que je crée. Et du coup, mon intention avec ce qui reste de la session du jour, c'est réussir à vous démontrer l'état d'esprit et les pratiques dites craft dans la vraie vie. Comment ça s'applique, comment on peut les instiguer en fait dans nos équipes, comment on peut les instiguer, les faire distiller, les transmettre dans nos équipes. Et l'idée, c'est que j'ai créé un atelier qui s'appelle le refactoring du bouchonnois. On va en parler juste après. Que vous pouvez utiliser avec vos équipes. C'est réellement un kata
et un exercice qui va vous proposer de travailler sur la même base de code pendant 12 grandes étapes qui vont passer en revue pas mal de pratiques et qui surtout va vous permettre de vous challenger, de vous poser des questions vis-à-vis du code, de comment vous adopteriez, enfin, qu'est-ce que vous adopteriez en termes de comportement dans telle situation, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour améliorer la situation, etc., etc. Et derrière ça, en fait, on va voir cet état d'esprit du craft qui est dans l'amélioration continue, l'apprentissage continu, la réflexion, le fait de se poser des questions vis-à-vis du code, mais aussi des pratiques. Donc, l'état d'esprit et les pratiques. Mon intention aussi, c'est de vous montrer comment ces pratiques-là et cet état d'esprit, ça peut impacter positivement votre quotidien. Pour moi, c'est aussi important de vous présenter ça pour améliorer notre approche agile. Et là, moi, il y a quelque chose qui me paraît primordial et qu'on élude souvent, c'est si on met en place des tests automatisés, c'est pas pour se faire plaisir. C'est pour moi, il y a un gros volet de confiance. C'est se rassurer quant à notre capacité à travailler de manière itérative et incrémentale, à savoir que quand je vais faire une modification à un endroit, je vais pas casser à un autre endroit. Donc, c'est vraiment réussir à travailler sur notre confiance vis-à-vis de chaque modification qu'on va faire. Et pour moi, c'est un objectif qu'on devrait fixer au quotidien. C'est comment on fait pour travailler avec le plus de confiance possible. Notre confiance vis-à-vis de notre capacité à modifier le code, mais collectivement, en équipe, comment on fait pour se faire confiance et comment on fait pour se mettre tous en confiance. Et ce que je voulais surtout, c'est, je vous l'ai dit, j'évite le dogmatisme. Donc, à travers ce qu'on va voir aujourd'hui, le but, c'est de se questionner. C'est pas de dire que ce que j'ai mis là, c'est ce qu'il faut faire. C'est juste de se questionner sur l'intérêt de chaque pratique et chaque principe que je vais pouvoir transmettre à travers ce kata-là, que ça fasse écho chez vous. Et c'est totalement OK de ne pas être aligné avec l'utilisation, avec le principe ou quoi, du moment qu'on a un débat qui est constructif. Je trouve ça aussi, c'est quelque chose qu'on a du mal à développer dans les équipes. Pour plein de raisons, vous avez mentionné la bureaucratie, c'est vrai que c'est une bonne raison d'ailleurs. Et c'est quelque chose que moi j'ai envie de développer et que j'ai envie de transmettre à travers cet outil-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous introduire au kata du bouchonnois. Et voilà, très clairement, on n'aura pas le temps de faire 12 étapes aujourd'hui, hein, puis le but, c'est pas de coder. Mais je vais vous montrer un peu ce qui se cache derrière, histoire de j'espère vous donner envie d'aller creuser. Tel que je l'ai conçu, en gros, qu'est-ce qui va se passer dans ce kata du refactoring du bouchonnois? L'idée, c'est qu'on a nos vaillants chasseurs du bouchonnois qui ont besoin de pouvoir gérer leur partie de chasse. Je sais pas si tout le monde a la ref, hein, et je sais qu'il y a des plus jeunes dans l'audience. En gros, c'est un sketch des inconnus. Ils ont commencé à faire développer un système de gestion par l'entreprise Toshiba, mais ils sont pas satisfaits du résultat. L'entreprise Toshiba leur parle d'une soi-disant dette technique qui les ralentit dans le développement de nouvelles fonctionnalités, mais ils comprennent pas en fait ce qui se cache derrière. Et donc, ils font appel à nous, en tant que dev, pour améliorer la situation. C'est une situation purement fictive qui arrive souvent en entreprise, mine de rien. Ok, boomer. Effectivement, je me sens vieux quand je le dis. Euh, ce que j'ai essayé d'amener dans le, ce que j'ai essayé d'amener dans l'exercice, c'est d'amener des outils divers. Moi, il y en a un qui me fascine comme outil par sa simplicité. C'est l'example mapping. Et donc, le point de départ de cet exercice-là, de cet atelier qui peut durer X journées, en fait, le point de départ, c'est une problématique qui est amenée par les chasseurs du bouchonnois. Il y a une code base qui existe, qui vaut ce qu'elle vaut, avec des tests automatisés qui valent ce qu'ils valent à l'heure actuelle. Mais il y a aussi quelque chose qui vient avec, c'est cette notion d'example mapping. Il y a un exercice qui a été fait par la société Toshiba, dont le résultat est ici. Cet exercice-là, c'est on a détaillé chaque user story. Enfin, en tout cas, on a écrit chaque user story, que vous voyez ici avec des post-it jaunes. Et pour chaque user story, on a une description et on a challengé, on a défini des règles avec des exemples concrets de la vraie vie. Et pourquoi je dis que c'est puissant? Parce que, en fait, si je vous fais lire ce qu'il y a sur cet example mapping, vous allez très vite comprendre les fonctionnalités qui sont couvertes par l'outil à l'heure actuelle. Et ce qui est top de raisonner par l'exemple, c'est que c'est ultra limpide et c'est quelque chose qui va nous servir en fait pour designer notre système. En gros, ici, je vais prendre un truc peut-être plus que démarrer une partie de chasse, tirer sur une galinette. Bon, désolé pour les protecteurs de la nature. Je suis plutôt de nature écologie en plus, donc le but c'est pas de tuer des animaux à travers le kata, mais c'est pour l'exemple.
Du coup, il y a une user story ici qui est tirée sur une galinette. En tant que chasseur du bouchonnois, je veux tirer sur les galinettes afin de pouvoir les déguster et ne pas rentrer brocouille. Ça, c'est vraiment notre user story. Ce qui est intéressant, c'est que quand on va faire ce genre d'exercice, d'example mapping, donc c'est un format d'atelier que vous pouvez utiliser dans vos équipes. L'idée, c'est que votre PO ou une personne qui est porteuse d'une idée de développement d'une feature va bien présenter son idée de la feature et collectivement, on va la challenger. Le but, ça va être de s'aligner sur qu'est-ce qu'on veut derrière cette feature. Et pour ça, on va travailler comment? On va demander à la personne, pardon, on va demander à la personne de nous exposer sa user story, potentiellement d'exposer les règles que la personne voit associées à cette user story. Typiquement, ici, notre PO, il pourrait dire le chasseur doit avoir à minima une balle pour son fusil et le terrain doit contenir à minima une galinette, pour qu'on puisse tirer sur une galinette. Et la partie de chasse doit être en cours. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça pourrait déjà être cumulatif. Les règles sont très certainement cumulatives. Euh, Ce qu'on va demander, en fait, dans ce genre d'atelier, et quand je vous invite réellement à le faire, à vous poser la question de l'importance que ça pourrait avoir et comment ça pourrait changer votre compréhension des user stories que vous devez délivrer. Ce que je vous invite à faire, c'est, dans ce genre d'atelier, c'est votre PO présente la user story, potentiellement les règles. Deux, je vous invite à collectivement individuellement plutôt, réfléchir à c'est quoi les questions que ça déclenche chez vous, à les poster, à les mettre sur post-it, vraiment de la manière la plus comment, neutre possible, même la manière la plus candide possible, de les mettre sous forme de post-it. Ensuite, collectivement, venir mettre vos questions, essayer d'y répondre de manière collective, donc en posant des questions de clarification au PO, etc. D'essayer d'y répondre à toutes ces zones d'ombre. Et ensuite, je vous invite à euh, spécifier les règles qui manquent ou les règles qui ont émergé, les rephraser si besoin, que ce soit parlant explicite pour tous. Et ensuite, de détailler par l'exemple. De vraiment dire, bah là, OK, le chasseur doit avoir un minima une balle. Bah, on a une partie de chasse en cours et Bernard tire. Il y a 0 balle restante dans son fusil. Bah, c'est un échec. Une partie de chasse en cours, Bernard tire. Il y a une balle restante et 0 gainesse sur le terrain. C'est un échec, etc., etc. Donc, de réellement spécifier par l'exemple. Donc là, on a un exemple ça pourrait donner quoi? Un exemple mapping du bouchonnois. Et ce qui est intéressant, en fait, quand vous allez faire ce genre, ou si vous faites ce genre d'exercice dans vos entreprises, ce que vous allez voir, c'est aussi un truc intéressant, c'est que vous allez vous mettre d'accord sur les termes qui sont utilisés. Ce fameux ubiquitous language qu'on a envie de retrouver dans notre code source, en fait, on va l'avoir, qui va émerger de ce genre de session. Ici, par exemple, le terme brocouille, ça peut ne pas parler à tout le monde. Mais c'est quoi la définition à côté? Et on l'ancre. OK, le brocouille, ça veut dire, c'est le fait de n'avoir rien capturé ou attrapé lors d'une partie de chasse. Une calinette, c'est quoi? C'est un petit oiseau, etc., etc. Euh, ici, j'ai mis une petite ref, c'est pas les inconnus, comment ça s'appelle? Chevalier Las Palais. Avant l'apéro, c'est toujours bon un Ricard. Elle m'avait fait rire, celle-là. Du coup, l'atelier, il commence comme ça. Il y a de l'information qui arrive. Donc, on a un example mapping, on a le code source. Et puis derrière, le but, c'est de se faire guider. Donc, vous verrez, il y a un guide de facilitation qui, j'espère, va vous être utile. Et je vous invite réellement à vous, au moins, vous pencher sur l'exercice. Et dedans, vous voyez, il y a une douzaine d'étapes. Je vais en prendre une pour exemple. On va faire la première ensemble. Euh, le but, c'est de se poser la question déjà, quand on arrive sur une code base, comment on fait pour se faire une idée de la code base? Ça m'est arrivé souvent en entreprise, on arrive rarement sur ce qu'on appelle des greenfield projects, donc des projets qui démarrent d'une feuille blanche. On arrive souvent, on doit reprendre du code existant. Et là, la question que je vous pose, on va se prendre une minute pour ça. Je vais vous demander juste de mettre, c'est quoi vos réflexes quand vous arrivez sur une base de code qui est complètement inconnue pour vous? Qu'est-ce que vous faites en premier? Ouais, vous laissez pas influencer par ce qui est à droite. Et là, je vous invite à venir mettre vos post-it ici. C'est quoi vos premiers réflexes? Qu'est-ce que vous avez envie de faire quand vous arrivez sur une base de code qui existe, vous ne maîtrisez pas, vous ne connaissez pas? Ah, beaucoup de choses qui tournent au test. OK. Trop cool. Hmm.
à mettre la main sur où se cache le domaine. Effectivement, ça peut réellement nous aider, si c'est pas trop mal structuré, à avoir une bonne idée de ce qui est couvert fonctionnellement. L'entry point, exploration top-down. Donc, ce que tu entends par exploration top-down, c'est se placer de l'extérieur et puis comment descendre dans les couches inférieures, donc refaire des flux applicatifs, c'est ça? Ouais, il y a de ça. Il y a aussi justement par les endpoints comment on peut explorer et surtout aussi avec les tests voir comment on peut descendre, trouver du sens quoi. Ouais, trop bien. Poser des questions business. Ok. Là, ça suppose qu'il y ait des personnes pour répondre, mais effectivement, c'est un très bon point. Trop cool. Repérer les plus gros fichiers. Ouais, c'est un bon réflexe. Ah, pardon, ouais, je vais renvoyer le lien. Je vois qu'il y a une demande de lien dans le chat. Hop, il est où? Ouais, c'est un bon point. Je crois que c'est toi qui l'as mis, Laurent. Ouais. Souvent, tu peux l'expliquer peut-être? Je te laisse l'expliquer. Ah ouais, mais ça fait vraiment des décennies que je fais ça. J'arrive sur une code base et je fais toujours mettre les fichiers à plat et les trier par taille. Parce qu'en fait, la dette technique, tu vas vite la voir dans les trucs où les choses se sont accumulées par agrégation. Donc, tes plus gros fichiers, généralement, ça va être une God class dans laquelle il y a tout le bousin et c'est même pas la peine de regarder à côté parce que, en fait, la merde, elle est là. Euh, alors, c'est vrai que j'aurais même, enfin, je veux bien mettre un +1 sur tout le monde qui a dit jouer les tests. Le problème avec les tests, c'est que de toute façon, il faut quand même bien arriver à démarrer quelque part. Et pour les personnes qui ont envie de commencer par lire les tests, le même réflexe peut aussi marcher, c'est-à-dire chercher le fichier où il y a le plus en ligne de code, hein, ou en nombre de tests, parce que c'est là probablement que les soucis vont se concentrer. Hmm. Et après, ce qui est marrant, c'est qu'il y avait j'ai un collègue, Keith Braithwaite, qui avait réussi à formaliser un peu le truc en mettant en évidence des lois de puissance dans le code. Enfin, il y a tout un truc qui est assez fascinant. Mais juste en premier truc, premier élément de découverte, aller là où c'est gros, généralement, c'est là où on va se rendre compte que c'est là qu'il y a le plus de bonne odeur. Ouais, effectivement. Merci du partage. Ouais, c'est complètement vrai. Enfin, en tout cas, je suis complètement aligné avec ce que tu viens de dire, c'est clair. Et il y a souvent une grosse corrélation entre la taille des fichiers et la complexité qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est vraiment une bonne métrique, mine de rien, la taille des fichiers. Donc là, moi, ce que je voulais mettre en avant dans cette première étape sur ce kata de refactoring du bouchonnois, c'est cette notion, ouais, déjà de se poser la question, qu'est-ce que je fais quand j'arrive sur une nouvelle code base? Et on voit qu'il peut y avoir des appétences différentes. Peut-être trouver l'entry point, vous l'avez mentionné, c'est de faire des flux, essayer d'aller voir les tests, trouver la classe la plus importante, enfin le fichier le plus important, etc., etc. Moi, je viens avec la notion ici de checklist. L'idée, c'est de se dire qu'est-ce que j'aurais envie de répéter sur d'autres projets. J'en ai fait une assez basique pour commencer, mais qui ferait totalement fine d'itérer dessus. J'aime bien la notion de checklist parce que c'est vraiment un deuxième cerveau qui nous guide en fait. Donc j'aime bien me faire des checklists comme ça. Et là, le but, c'est de dire, OK, c'est quoi la première chose que je fais? J'essaie déjà de compiler, de voir si j'ai tout ce qu'il faut sur ma machine pour être en capacité de compiler. Potentiellement, j'analyse s'il y a des warnings de compilation. J'analyse la structure de la solution. Je dis pas que je dis pas que c'est la solution, hein. Je dis juste que c'est une solution, une manière d'appréhender le code. Analyser la structure de la solution, regarder les packages qui sont référencés, c'est un bon indicateur de la complexité qu'on va retrouver à l'intérieur. Si on se rend compte qu'il y a du Kafka, du MongoDB, du SQL Server, bref, je sais pas, vous imaginez la liste des choses qu'il pourrait y avoir, potentiellement, on va un peu galérer. Euh, Ce que je trouve intéressant, c'est essayer d'avoir des métriques qui soient assez factuelles. C'est peut-être en tout cas des métriques extérieures, avoir plus que son ressenti, mais avoir aussi des outils qui vont nous permettre de nous faire une idée du code. Sans dire que c'est la vérité, mais ça va potentiellement nous aiguiller. Des choses comme le code coverage, le fait d'avoir un avis via des linters, mettre en place de l'analyse statique de code ou de l'analyse comportementale de code, revoir la qualité des tests, etc., etc. Ça peut être des bons indicateurs pour commencer. Ce que je vous propose, je fais rapidement les différentes étapes et puis on débrief après. Donc là, dans l'exercice du kata du bouchonnois, en fait, le but, c'est que vous soyez en capacité de faire les étapes, vous, à la maison.
vous verrez, il y a des explications avec un guide de facilitation, comme je disais, et puis il y a des guides de solutions, en fait, qui sont, moi, quand je l'ai fait, en tout cas, comment j'ai résolu chacune des étapes. Et dans ce guide de solutions, en gros, vous allez retrouver ça, vous allez retrouver réellement les différentes étapes que je vais vous montrer aujourd'hui. Si vous essayez de compiler la solution, vous allez voir, si vous essayez de compiler la solution, vous allez voir certains warnings. Il y a des choses qui sont non nullables, mais qui contiennent nul par défaut. Donc, à la compilation, on va avoir des warnings. Ils sont pas initialisés, voilà, donc ils seront à nul. Ici, on va pouvoir aller voir, et ça rejoint ce que vous avez dit sur le domaine, identifier où est le domaine. Mais en fait, on va aller voir, il y a un domaine, il y a ce qu'on appelle un domaine modèle avec des classes comme chasseur, partie de chasse, etc. Mais on va vite se rendre compte qu'ils sont potentiellement, sont potentiellement à problème, parce qu'ils contiennent aucun comportement. C'est ce qu'on appelle un domaine anémique. C'est un domaine qui contient aucun comportement en réalité à l'intérieur. C'est juste des POJO, donc des bêtes pour des POCO en C#, pour Old C# Object. On peut analyser la structure et on voit aussi qu'il y a une couche de service, qu'il y a des tests automatisés. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On n'est pas non plus dans le noir complet. Après, il faut valider de leur qualité. Par contre, on peut se poser des questions. Pourquoi il y a une classe terrain dans service? Donc ça nous en dit long déjà. Juste d'analyser un petit peu la structure, il y a pas mal de choses qu'on peut déjà identifier sans forcément rentrer dans les détails. Et ensuite, moi, ce que j'invite à faire souvent, c'est d'essayer de récolter de la métrique. Pour ça, on a plein d'outils. On a nos outils d'analyse statique de code, alors que ce soit en local ou sur un serveur, mais on peut lancer des analyses. Et là, en fait, on va pouvoir se rendre compte, en fait, en récoltant de la métrique, qu'on est à 100% de coverage. Ouais, c'est une super nouvelle. Oui ou pas? En fait, on va aussi se poser la question. Être à 100% de code coverage, ça peut être bénéfique, comme ça peut nous faire croire qu'on a réellement couvert les comportements, mais en réalité, on a rien couvert du tout. On peut avoir 100% de code coverage et avoir des tests de mauvaise qualité et en fait, ne pas avoir de filet de sécurité sur un refactoring ou sur une évolution de code. Donc, on va se poser pas mal de questions aussi vis-à-vis de ça. Ce qu'on peut voir aussi, c'est dans l'exercice, je le mets, vous avez aussi accès dans Sonar Cloud, ce qui veut dire que je récolte de la métrique. Ça veut dire ici on voit, il y a Sonar Cloud, donc c'est un outil d'analyse statique de code qui est gratuit pour la plupart des usages, on va dire. Et on voit qu'il y a 35 code smells et il y a 7% de duplication dans le code actuel pour 385 lignes de code de production. Donc là, ça veut dire un code smell tous les 11 lignes. Ouais. Peut-être des choses à améliorer. Il faut analyser ce que c'est qu'un code smell au sens Sonar Cube, mais au sens Sonar Cloud, pardon. Ce qui est cool, c'est que en faisant cette analyse de l'extérieur, sans forcément rentrer dans le détail, on arrive à voir des choses. Tu le disais très bien juste avant, Laurent, on arrive à se rendre compte de l'extérieur, en fait, sans aller dans le détail, où se trouve la complexité. On a une classe ici qui casse une des règles Sonar, donc une règle de complexité, qui en fait nous dit il y a une complexité supérieure à 20 dans le fichier, alors qu'on autorise 15, ou même pas dans le fichier, je pense que c'est sur une méthode. Donc si on analyse, on regarde, on se rend compte, en fait, c'est dans une classe qui s'appelle service, et en fait, on a une complexité qui est énorme à l'intérieur. Comment ça se fait? Est-ce que c'est réellement de l'ordre d'un service de faire tout ce qui est fait ici? De checker des états, d'aller émettre des événements, de faire de la mutation d'objets, etc., etc. Ça nous permet déjà de raisonner vis-à-vis du code, en fait. Et là, je vous invite à vous interroger vis-à-vis du code sur lequel vous êtes en train de travailler en ce moment. Il y a un cadran qui a été publié il y a quelques temps par Vladimir Korikov que je trouve intéressant, qui pose la question sur deux axes. C'est quoi le type de code sur lequel je suis en train de travailler en ce moment? Est-ce qu'il y a beaucoup de collaborateurs ou pas? Donc, pas de collaborateurs du tout, beaucoup de collaborateurs, on va dire, si je fais un peu simpliste. Et puis, qui va se poser la question de la complexité. Et la complexité, ça va être définie par le nombre de prises de décision à l'intérieur du code. On peut la mesurer avec la complexité cyclomatique, la complexité cognitive, peu importe, il y a des outils mathématiques pour l'estimer. Mais c'est intéressant de raisonner vis-à-vis de ça parce qu'en fait, on va se rendre compte souvent que dans du code qui est un peu legacy, on va avoir du code qui est overcomplicated. On a des choses qui travaillent avec beaucoup d'autres classes, beaucoup d'autres collaborateurs, classes ou fonctions, qui vont se faire injecter plein de choses de l'extérieur pour travailler avec une complexité qui est super importante. Et en fait, cette complexité-là, elle ne devrait pas se trouver ici. Potentiellement, il y a des stratégies à mettre en place pour se dire, OK, c'est peut-être plutôt dans un domaine modèle qu'on devrait retrouver cette logique-là. Elle n'a rien à faire au niveau d'une couche de service ou d'une couche de contrôleur, etc., etc.
Je trouve ce diagramme-là assez intéressant pour se poser des questions vis-à-vis de notre propre code. Une fois que j'ai fait ça dans l'atelier, après, le but, c'est de parler un peu linter. OK, on met en place un linter, on va retrouver la même chose que dans Sonar Cloud ici. Mais il y a un truc qui est super intéressant et que je vous invite à creuser, c'est la notion de hotspot. Et ça rejoint totalement ce que tu disais aussi, Laurent, avant. Les hotspots, c'est une notion qui a été théorisée par Adam Thornhill, qui est en fait super simple à comprendre. C'est le fait d'identifier dans notre code ce qui est en fait à risque, ce qui est gros, complexe en gros. Et la complexité, ici, on va faire la corrélation avec la taille des fichiers. Qu'est-ce qui est complexe? Plus c'est complexe, plus on va avoir un cercle important dans une représentation de notre code base, donc notre base de code, je veux dire. Et plus c'est rouge, plus c'est modifié souvent. Et donc, un hotspot, ça va être quoi au sens d'Adam Thornhill? Ça va être un code qui est très complexe et qui est modifié ultra souvent. Et ça, c'est quelque chose d'ultra précieux en termes de connaissances sur notre code. Ça veut dire que là, on a un vrai axe de travail. Potentiellement, il y a des fichiers, et moi, je suis arrivé dans des boîtes où on avait vraiment du code qui ressemblait à ça. Une représentation qui pourrait être faite du code, ce serait ça. Je vous la fais courte. C'est des grosses bulles toutes rouges, rouge écarlate. Donc, c'est tous les jours, tout le monde travaille sur le même fichier. Bah, ça, en termes de merge, en termes de répartition de la connaissance et en termes de découpage, il y a un smell. Tout le monde passe du temps dessus tous les jours, c'est pas normal. C'est qu'on a peut-être loupé quelque chose au niveau de l'architecture, il y a clairement quelque chose à scinder. Pourquoi on a tous besoin d'aller dedans? Et avoir cette réflexion-là sur le code, réfléchir en termes de hotspot, c'est ultra utile en fait. Enfin, je le trouve en tout cas. Ça va nous permettre de nous conscientiser des choses qui étaient peut-être de l'ordre du feeling, mais de pouvoir le conscientiser. Il y a des outils qui nous permettent de voir ça. Il y a la plateforme d'Adam qui s'appelle CodeSyn, mais je vous invite avec une bête commande, un Git, que vous trouverez ici, vous pouvez déjà vous rendre compte rapidement de qu'est-ce qui bouge le plus sur votre code base actuelle en équipe. Et de vous poser des questions vis-à-vis de ces changements-là. Est-ce que c'est normal ou pas? Est-ce qu'on ne devrait pas mettre en place une stratégie pour découper et éviter qu'on se retrouve tous à travailler sur les mêmes fichiers tous les jours, etc., etc. Et puis, je vous parlais tout à l'heure de code coverage. C'est cool le code coverage, c'est un bon indicateur. Ouais, c'est un bon indicateur négatif, mais c'est un très mauvais indicateur positif. Je m'explique. Le code coverage, ça peut être un révélateur. Je suis à 3% de code coverage. Bah, c'est un bon indicateur un bon indicateur négatif, c'est-à-dire que je sais que je ne suis pas couvert. Autant dire qu'il n'y a pas de test sur le code. Ce qui est intéressant, ouais, effectivement, bon point, Laurent. Ouais, j'aurais pas le temps de creuser cohésion, etc. Mais ouais, et ça, c'est cool parce que c'est des choses qui sait mettre en avant aussi avec CodeSyn. Donc, je disais quoi, pardon, j'ai digressé. Sur le code coverage, on peut avoir un indicateur à 3%. Là, c'est un bon indicateur négatif. On sait qu'on n'est pas couvert par des tests unitaires, par des tests automatisés plutôt. Par contre, avoir 97-100% de code coverage, c'est pas un gage de qualité des tests. Donc, il faut toujours s'interroger, OK, c'est peut-être c'est peut-être un mauvais indicateur positif. Donc, l'intérêt de se poser la question, j'ai un coverage à 100%, comment je peux comment je peux me rendre compte si les tests sont de qualité ou pas? Ça, je vous invite à faire le test. Vous savez que vous êtes à 100%, vous allez modifier des lignes de code à la main. Vous supprimez une ligne de code, par exemple, et puis vous voyez ce qui se passe. Vous lancez les tests. Est-ce que cette suppression a été découverte ou pas? Etc. Ça va vous permettre de qualifier, en tout cas de vous faire une idée de la qualité des tests qui ont été écrits. Si vous modifiez 3 lignes de code et qu'il n'y a rien qui est détecté, je peux vous dire que vos tests sont de mauvaise qualité. Donc, le code coverage, c'est pas un objectif en soi d'être à 100% et c'est pas un gage de qualité d'avoir 100%. Moi, j'ai déjà vu des codes couverts à 100% chez un client et en fait, il n'y avait rien de couvert. Ces petits malins avaient une métrique qui était challengée par le management au niveau de Sonar Cloud. Donc, il y avait une métrique qui était calculée tous les jours à chaque build sur leur couverture de test, couverture de code plutôt, leur code coverage. Et pour être sûr d'être bien noté, ils désactivaient, donc ils configuraient le code coverage et ils faisaient en sorte que le code coverage soit désactivé pour la majeure partie de leur code et activé uniquement pour certaines classes. Et en gros, ce qu'ils avaient comme test, c'était var mon exception égale new exception. Et puis la ligne d'après, ils testaient que l'exception n'était pas nulle. Je peux vous dire que là, vous êtes sacrément couvert quand vous avez ce genre de test. Alors malheureusement, on a ce genre de métriques, des fois, dans les entreprises qui poussent à
à avoir ce genre de déviation vis-à-vis de l'intérêt initial qui était de dire on veut s'assurer qu'on met en place des tests de qualité. En tout cas, qu'on met en place du testing. Donc, pour challenger votre code coverage, là, je vous invite à regarder ce qu'on appelle le mutation testing. C'est réellement cette notion de génération de mutants dans notre code. Donc, je prends la version actuelle de votre code source. Enfin, je prends. Là, en l'occurrence, on va le déléguer à une librairie, mais une librairie va prendre votre code source, va le modifier, va le recompiler. Alors, on peut le voir ça comme ça de manière un peu caricaturale, hein. Mais c'est fait des modifications dans votre code, fait des versions mutantes de votre code de production. Donc, à chaque fois, une modification. Donc, ça peut être retirer une ligne, ça peut être changer un plus en un moins, etc., etc. À chaque fois qu'il y a une mutation, ça va créer une version mutante de votre système. Et en fait, ce que va faire l'outil, c'est qu'il va relancer sur chaque version mutante de votre système, il va relancer tous les tests. Et le but, c'est de voir quels mutants ont été découverts et quels mutants ont survécu. Si des mutants survivent, c'est que potentiellement, vous avez des problèmes de qualité dans vos tests. Ça va vous permettre de vous interroger sur la fiabilité de vos tests. Je ne dis pas qu'il faut atteindre 100% encore ici, mais ça va vous permettre de raisonner en tout cas en termes de qualité de vos tests. Ça va pour cette partie-là. Vous utilisez un peu cette notion-là, c'est vraiment ce qu'on appelle le mutation testing. Je vous ai mis un outil ici qui s'appelle Striker en .NET. Il y en a un qui s'appelle PyTest en Java. Il y en a d'autres sur à peu près toutes les plateformes. Striker fonctionne aussi avec tout ce qui est JS, JS et Friends, donc TypeScript, et fonctionne aussi avec Scala, pour les fans de Scala. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Ce qui est intéressant avec cette première étape, en fait, c'est d'essayer de factualiser un petit peu où on en est à l'heure actuelle, de se faire une idée de la code base et de se dire, OK, demain, si je dois intervenir dessus, qu'est-ce que je fais? Sur quoi je vais mettre le paquet? Sur quoi je vais devoir peut-être prendre du temps pour me mettre en confiance vis-à-vis des tests, par exemple. Peut-être qu'il y a ici, je crois qu'on a un pourcentage de mutation qui est autour de 78, 79. Peut-être qu'il faut se mettre en confiance avant. Donc, avant de vouloir aller faire des changements dans le code, peut-être qu'on va déjà augmenter la qualité de nos tests, etc. Donc, ça nous permet de nous faire un premier feeling vis-à-vis de ça. Et ce qui est cool, c'est que ça nous permet déjà, cette première approche, d'identifier des axes d'amélioration sur le code qui a été fourni à nos chasseurs du bouchon noir. Voilà pour cette première étape. Vous avez vu, c'est assez didactique en fait, en tout cas dans ma perception. Je ne vais pas dire le contraire, c'est moi qui l'ai fait, mais je vous invite à découvrir. Je vois que j'ai explosé la timebox comme d'habitude. Je vous invite à découvrir les autres étapes. Je peux vous les passer en revue rapidement, mais en gros, ce qu'on va traiter, c'est le fait de traiter les erreurs comme les warnings comme des erreurs. Donc se dire, ok, on laisse plus rien passer en termes de warning. Pareil, j'ai vu trop d'équipes qui se disaient, ok, on a 200 warnings, c'est pas grave si on en a un supplémentaire. Ah, mais au bout d'un moment, les warnings ils se transforment en erreur et les petits warnings peuvent créer de gros problèmes. On reviendra dans l'étape 3, on revient sur le mutation testing. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de qualité dans les tests. OK, comment on fait pour tuer les mutants dans un premier temps, donc améliorer la qualité de nos tests, et comment on fait pour améliorer la lisibilité des tests? C'est souvent là où le bas blesse. Moi, c'est le côté que j'appelle clean testing. C'est comment on fait des tests qui soient les plus lisibles possibles du point de vue humain, en fait. Pour ça, il y a plein de notions qu'on peut utiliser. Et je trouve ça assez dommage qu'on ne pousse pas plus en entreprise, parce que ça permet réellement d'itérer rapidement, d'avoir des suites de tests qui soient les plus lisibles, plus compréhensibles possibles. Et derrière ça, ce qu'on découvre dans le kata ici, c'est les tests data builder, le fait de créer des DSL potentiellement, donc des domain specific language qui nous aident à designer des bons tests ou des tests qui sont les plus lisibles pour nous. Avoir des tests qui sont petits aussi, des choses qui soient réellement les plus lisibles possibles. Test data builder, c'est vraiment aussi la notion de mettre en avant dans un test uniquement ce qui va influer le résultat du test. On parlera d'approval testing, on parle de property-based testing, et à chaque fois, on se pose la question à quoi ça sert en fait? Pourquoi on a besoin de la mettre en place? Donc, je ne vais pas vous faire tout le détail, mais vous verrez, en gros, on va passer 8 grandes étapes, à se poser des questions vis-à-vis du code, enfin 7 grandes étapes, avant d'engager le moindre refactoring pour essayer d'améliorer la situation. Donc, on va réellement passer du temps à se poser des questions sur comment on appréhende cette code base, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer la situation déjà du point de vue des tests, nous rassurer vis-à-vis du code, vis-à-vis d'une modification qu'on va devoir faire sur le code. Et seulement après, on va enclencher des refactoring. Et l'idée, c'est qu'à travers ces différentes étapes, on se pose des questions, comme je disais, et on se pose des questions assez profondes sur les principes qu'on peut appliquer sur le code, les pratiques craft, etc., etc.
Est-ce que vous avez des questions vis-à-vis de ça? Parce que j'ai bien conscience que c'est très rapide et qu'en fait, on est déjà à 10 minutes de retard, donc désolé pour ça. N'hésitez pas à vous démuter, à prendre la parole. Ça se fait très bien à la main aussi. Ouais, c'est souvent le feedback que j'ai sur le mutation testing. Effectivement, euh, je vous encourage à tester le mutation testing à la main. C'est pour ça que j'ai pas commencé en parlant de trucs automatisés. Mais quand vous écrivez des tests ou quand vous reprenez une code base, n'hésitez pas à vous amuser à supprimer des lignes de code, remplacer des morceaux de code, changer des opérateurs et voir un peu ce que ça dit au niveau des tests. Ça, c'est du mutation testing fait à la main. Ça va vous permettre de vous rassurer. De la même manière, quand vous allez faire du refactoring, avant de faire un refacto, bah, vous avez beau avoir un coverage de 100% sur la fonction que vous voulez modifier, bah, faites un peu de mutation testing pour vous rassurer, qualifier un petit peu la qualité des codes, enfin, du test sur lequel vous allez travailler, en fait. Ça va vous mettre en confiance. Euh, et puis, vous allez voir, si vous le mettez en place sur sur votre CI, vous allez voir à quel point ça peut être très lent. Plus votre code base est importante, plus ça va être lent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il va déterminer pour chaque ligne où il y a une mutation possible, il va vous générer une version variante de votre code de production, de votre binaire de production, du coup, et il va lancer les tests dessus. Donc, ça veut dire que ça va démultiplier réellement le nombre de runs de vos tests. Donc, si vos tests sont déjà lents, vous allez multiplier ça par le nombre de mutations possibles dans votre code. Donc, ça peut être très lent. Donc, le faire manuellement, c'est une bonne idée. Voilà, pour le survol de ce kata, on parle aussi, pour finir sur ce survol-là, on parle aussi de tests d'architecture, on va parler de clean architecture avec la notion de use case, notamment, mais pas que. On va parler de pas mal de choses, le tell don't ask aussi, comment on fait pour avoir des choses qui soient beaucoup plus expressives et beaucoup plus dans le tell que dans le ask. Le ask, c'est vraiment cette notion de je demande de l'information, enfin, je demande dans quel état tu es et c'est moi qui prends la décision. Alors que dans un domaine modèle, on devrait plutôt déléguer la décision au domaine modèle et lui faire confiance pour prendre la décision et nous faire un retour sur cette prise de décision. On parlera de commande. Ce que j'entends ici par commande, c'est plus chasser l'obsession des types primitifs à outrance. On a trop souvent des types primitifs partout qui sont pas du tout porteurs de sens. On va essayer de combattre ça. On va se poser la question des exceptions versus les erreurs. Qu'est-ce qu'on traite de l'ordre de l'exception, de l'exceptionnel versus qu'est-ce qui est plutôt de l'ordre de l'erreur. Pour ça, on va parler programmation fonctionnelle. Et puis, on finit avec une dernière étape qui est assez importante, qui est de parler un petit peu d'event sourcing. C'est juste pour montrer l'impact que peut avoir un design orienté event sourcing sur notre code base et sur notre encapsulation. Je dis pas que c'est un truc à faire. Pour avoir travaillé sur des systèmes event sourcés, il faut vraiment avoir des vrais use cases. Là, dans le cadre d'un kata, on va dire que c'est plus pour se faire plaisir qu'autre chose, mais c'est pour montrer surtout l'impact et faire réfléchir. Ça changerait quoi si mon système était event sourcé à l'heure actuelle? Une fois qu'on aura fait toutes ces différentes étapes, enfin, une fois qu'on a fait ces différentes étapes, bah, en fait, après, on est prêt à partir sur le lâcher de gainette. C'est l'épreuve reine, on va dire. Pour le kata du bouchonnois, c'est réussir à faire un lâcher de gainette et à le représenter dans le système. Donc vraiment, ce que je voudrais que vous reteniez de ce qu'on a vu là, c'est moi, mon optique, mon intention avec ce kata-là, c'est de un, c'est vous le partagez aujourd'hui, vous dire qu'il est open source, tout est détaillé dans le repository. Vous verrez, j'ai même fait des articles à côté pour améliorer la mise en page sur ma knowledge base. Donc le but, c'est de le diffuser. Parce que je pense que ça peut, enfin, de mon point de vue, c'est quelque chose qui manque pas mal. J'ai fait beaucoup de kata, moi, dans ma carrière, et ça m'a aidé énormément à progresser. Par contre, on avait peu souvent des regards extérieurs. Et c'est ce que je voulais essayer de donner à la communauté avec ce kata-là, et avec d'autres katas d'ailleurs, c'est de donner mon point de vue sur la solution. Qui vaut ce qui vaut. Moi, je n'ai pas prétention à être le meilleur dev du monde, bien au contraire. Je sais que par exemple, je suis pas très bon en algorithmique et que j'ai un énorme progrès à faire sur l'algorithmique. J'ai des amis qui pensent beaucoup plus vite que moi sur l'algo, etc. Et j'ai aucun souci à le dire. Donc c'est une vision de la chose qui est totalement challengeable. En tout cas, je voulais que les gens puissent se poser des questions et puissent comparer leurs solutions avec ce que quelqu'un d'autre avait fait. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des solutions en mode step by step, comment moi j'ai itéré sur le code avec les morceaux de code en question, etc. Et il y a une branche par solution. Je voulais pouvoir prôner l'état d'esprit me paraît important, cet état d'esprit d'amélioration continue, de pragmatisme. Si je prends une décision à un moment donné
d'appliquer un principe, c'est en mon âme et conscience, c'est parce que c'est nécessaire à ce moment-là, et c'est nécessaire parce que ce que je voulais faire, c'est partager. Moi, c'est quelque chose qui est au cœur de mon mode de pensée. Et je voulais surtout fournir des outils qui permettaient de tacler la dette technique. Trop souvent, je vois des équipes qui me disent, ouais, c'est impossible de tester, ça prend trop de temps pour essayer de faire des tests, etc. Là, il y a peut-être des outils qui peuvent les aider. Moi, je pense surtout à l'approval testing ou ce qu'on appelle des tests de caractérisation, etc. Euh, voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Ce que je vous demanderai, c'est prendre la parole si vous avez du feedback et si vous voulez discuter, si vous avez des questions. Deux, si ça vous va, c'est de remplir ce petit questionnaire de satisfaction de la session que j'ai appelé feedback du bouchonnois. Je vous demande ici de mettre sur forme de post-it une note de 1 à 10. 1 étant je me suis complètement ennuyé, j'aurais dû me déconnecter depuis longtemps. Et 10 étant ouais, ça révolutionne ma vie. Cette session révolutionne ma vie. Et à côté, je vous demanderai, parce que le feedback, une note, ça ne me suffit pas, c'est qu'est-ce que vous avez apprécié? Pourquoi vous mettez cette note-là? Si vous avez mis 5, par exemple, pourquoi vous n'avez pas mis 4? Donc, qu'est-ce qui vous a fait dire que vous mettiez 5? Qu'est-ce que vous avez apprécié? Et puis, qu'est-ce que vous proposez pour améliorer cette session? Sachant que c'est session un peu one-shot, on va dire, mais on ne sait jamais. Et pour aller plus loin, si vous êtes réellement intéressé, parce que je sais que c'est difficile de se prendre du temps dans notre quotidien pour faire ce genre d'exercice, ce que je fais, c'est que j'organise sur Genève. Alors, je ne sais pas qui est sur Genève, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut se faire avec vos différentes boîtes, etc. Mais j'organise justement 2 jours. On va réellement mettre en pratique ce refactoring du bouchonnois les 9 et 10 avril ici à Genève. Et il y a un code promo de moins 30% qui est sur ce board-là. Et le truc que j'ai envie d'expérimenter, parce que je crois fortement qu'on gagnera tous à, à réellement être en capacité de diffuser ce genre enfin, si on y croit, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous y croyez aussi l'état d'esprit que va tourner autour du craft, de partage et d'amélioration continue, d'apprentissage continu. Je pense qu'on a tous intérêt à ce que ça se diffuse. Et moi, la promesse pour vous, c'est que si vous venez, en fait, si vous vous inscrivez à la session, donc des 9 et 10 avril, c'est satisfait ou remboursé, sans vous poser de questions. C'est-à-dire que vous pouvez venir complètement pour la découverte, et si ça vous plaît pas, en fait, on vous rembourse complètement. Mais je ne poserai pas de questions. L'optique, c'est réellement de se faire confiance et de se dire, moi, je crois au fait qu'en discutant, on a de la valeur à créer et en partageant aussi. Et donc, on est totalement ouvert au fait de rembourser complètement sans challenger quoi que ce soit. Un dernier point de partage, et là j'ai vu qu'il y avait Laurent, donc Laurent, t'es déjà au courant, Laurent Descamps. On a créé avec mon ami Yann un autre truc que je trouve plutôt cool qui s'appelle l'Advent of Craft. C'est 25 jours, 24 en réalité, de challenge craft avec pour chaque journée un challenge, un petit kata à faire avec des explications de qu'est-ce qu'il faut faire pour mener à bien le kata et une explication de solution par jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que les exercices sont en Java, Kotlin, C# et TypeScript depuis peu, et, euh, et que les solutions sont en Java. Les explications des solutions sont en Java. Donc n'hésitez pas aussi à regarder ça. Ça s'utilise, c'est open source, vous l'utilisez comme vous voulez. Vous faites les katas chez vous. Vous faites. Ah, merci du conseil. Merci du partage, Laurent. Content que ça te plaise, ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans l'Advent of Craft également qui peuvent vous intéresser si vous êtes touché par tous ces sujets qui tournent autour du craft. C'est vraiment des moyens pour nous de diffuser un peu notre passion et puis de faire en sorte qu'on partage cet état d'esprit au plus grand nombre. Ouais, le temps fait défaut, je te rejoins. Euh, ouais, merci, merci du partage. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour débriefer rapidement? Je suis désolé pour le retard. Ouais, merci Christophe. Merci Eric. N'hésitez pas à prendre la parole. Merci pour vos retours en tout cas. Ouvrir moins de sujets, ouais. J'ai tendance à en dire trop.
Euh, je sais pas qui a mis ce post-it là. Je serais preneur de plus de détails. Quid du biais des langages? Ouais, c'est moi. Ouais. Parce que on a, bon, ayant touché à différents langages, je sais que les approches sont pas tout à fait les mêmes suivant les langages qui sont utilisés. Donc, enfin, je sais pas exactement ce qui va être dit au niveau des exceptions, par exemple, ou il y a d'autres concepts dans ce refactoring, enfin cet exercice. Ouais. Donc, je me posais la question en fait. Ouais, c'est Voilà. une excellente question. Alors, je répondrai pas forcément dans le refactoring du bouchon noir, mais c'est pour ça qu'on a voulu réellement montrer qu'en fait, ces principes, ces pratiques, elles sont assez agnostiques en fait des langages. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça que je mettais en avant le non-dogmatisme, Hmm. parce qu'en réalité, tu vois, les principes solides, par exemple, c'est fortement ancré PO, programmation orientée objet, pardon. Mais il y a quand même des choses qu'on peut s'appliquer. Typiquement, le single responsibility principle, donc le principe de responsabilité unique. Quand on travaille dans le monde fonctionnel, une fonction a une et une seule responsabilité. Un module a une et une seule responsabilité, etc., etc. Donc en fait, il y a pas mal de choses qu'on couvre qui sont assez agnostiques des langages, notamment dans les pratiques de testing, les tests de caractérisation ou autres. Euh, Là, en l'occurrence, ce kata est disponible pour l'instant en C# et en Java. Donc, c'est très orienté objet pour l'instant. Et je pense pas que je le ferai dans d'autres langages, mais pour répondre à ça, c'est pour ça qu'on a voulu le décrire. C'est une très bonne question parce que ça me fait rejoindre complètement l'Advent of Craft. C'est pour ça que dans l'Advent of Craft, on avait réellement à cœur de montrer qu'en fait, il y avait beaucoup de choses euh, qu'on voulait démontrer via notre premier exercice en Java et en fait qui étaient largement déclinables dans d'autres langages. Donc il y a plein de principes et de pratiques qui sont applicables indépendamment du paradigme du langage. Après, il y a des choses, effectivement, en ce cas-là, on va très peu utiliser les exceptions. On va utiliser plutôt des structures monadiques parce que c'est dans le langage lui-même. En gros, on va utiliser des options, des havers et des types de ce genre. Donc, on va un peu biaiser l'utilisation du langage pour les besoins de l'exercice, mais on montre un petit peu, en tout cas, on essaie d'ouvrir les gens. Ouais, il y a peut-être des paradigmes qui viennent d'autres langages qu'on peut appliquer à notre langage. Euh, Ça nous permet de nous poser des questions à minima. C'est pour ça que l'Advent of Craft aussi est intéressant. On a réellement 5 langages différents et bientôt un sixième. On a 4 langages différents. On aura bientôt Scala 3 et on aura bientôt PHP aussi pour montrer que tout ce qu'on montre là, en fait, c'est des choses qui nous permettent d'être plus efficients, on va dire, au quotidien, de nous poser des questions et qui peuvent être réellement découplés complètement du paradigme et des langages qu'on utilise au quotidien. C'est de développer cet état d'esprit-là, de ce questionnement, en tout cas. Ok, merci. De rien. Trop cool, merci pour vos feedbacks. Merci Oussam. Et je vous invite réellement, Oussam, il n'ose pas le dire, mais il va pas faire son autopromo, mais si ces sujets-là vous intéressent, je vous invite réellement, je le mets dans chaque présentation. Moi, il y a 2 bouquins qui ont réellement changé ma vision du craft. Alors, il y a 2 bouquins qui ont changé ma vision du dev. C'était The Software Craftsman de Sandro Mancuso et il y a Pragmatic Programmer. Là, je sais jamais prononcer leur nom, Andy Hunt, je crois. Bref. Mais je vous invite réellement à un autre que j'ai trouvé vraiment excellent, sur lequel Oussam a contribué. C'est Software Craft TDD, Clean Code et autres pratiques essentielles. Il y a plein de choses intéressantes dans leur livre. J'ai fait un condensé via cette infographie-là, mais si vous voulez aller plus loin, je vous invite réellement à lire leur bouquin, parce qu'il est méga, méga pertinent, méga intéressant de mon point de vue, en tout cas. N'hésitez pas à creuser les différents points. Il y a vraiment, c'est une mine d'or et ça peut vous inspirer sur comment vous diffusez votre passion du craft, comment vous diffusez votre passion du monde du dev euh, dans vos équipes. Et je le parcours depuis plusieurs mois. Ouais, Laurent, merci du partage. Euh, donc, si tu le fais depuis plusieurs mois, j'imagine que tu trouves aussi ton compte. Donc, ouais, vous voyez, on est plusieurs à le dire. On s'est pas consulté avant, en tout cas. Donc, n'hésitez surtout pas. C'est vraiment un must-read de mon point de vue, en tout cas. Ok, trop bien. Écoutez, je vous propose qu'on en finisse là pour aujourd'hui. Désolé encore d'avoir d'avoir rallongé le plaisir.
J'espère qu'il ne vous ai pas trop endormi. Et merci à tous d'avoir participé, contribué. Et j'espère que ça va vous inspirer pour aller vous amuser avec nos chasseurs du bouchon noir. Ah, trop bien, merci de la, merci de la pub, Laurent. Je suis chez un client, donc j'ai pas accès à la bibliothèque, mais cool. Merci à tous, bonne journée et à très bientôt. Ciao, Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. bonne journée.